Le cercle des experts, c'est chaque vendredi avec nos expertes et experts. Je vais vous les présenter. On va parler de la croissance. Le ministre a annoncé des chiffres plutôt positifs, voire positifs, 5,7. Ça redonne le sourire. On nous dit que la relance, elle est à nos portes, que l'économie repart très fort. On va en parler évidemment. Café, restaurants et commerces ont réouvert avec des jauges, avec des règles. Mais la vie reprend dans les villes et même dans les petites villes. Et puis on parlera quand même des TPE parce qu'il y a quelques indications, notamment sur les risques de faillite des petites entreprises, voire même des PME, qui sont inquiétants. On verra un extrait là d'une avocate qui était sur notre plateau et qui donne des chiffres plutôt alarmants. Et le gouvernement va devoir, et planche déjà à l'Assemblée nationale, justement sur des règles d'accélération, de modification dans le cadre des faillites. Marine Balançard, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Vous allez bien ? Très bien. Directrice générale du cabinet de formation et conseil Ariséal. Et puis toujours passionnée parce que ceux qui sont des habitués des réseaux sociaux, de LinkedIn, voient le travail que vous faites pour rentrer dans le cerveau des dirigeants parce que vous vous intéressez à la décision. La prise de décision. Comment on décide ? À tous les niveaux de l'entreprise. Ça, c'est un sujet que je trouve intéressant à la frontière de la psychologie et de l'entreprise et du business. Voilà. Merci d'être là. Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. On va voir la une, je trouve ça assez génial. Vous vous êtes amusé. Vos unes sont souvent très accrocheuses. C'est un Monopoly, puisque le thème que l'on traite aujourd'hui, vous le traitez dans Pour l'Écho, c'est voilà, super relance. Est-ce qu'on passe par la case départ, et la case prison ? Est-ce qu'on touche 20 000 francs quand on fait un tour ? Comment on réorganise tout ça ? Est-ce qu'il y a trop d'argent ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent ? Vous l'évoquiez il y a déjà quelques semaines. Et puis on en parlera évidemment avec vous. Et puis un autre rédacteur en chef sur ce plateau, Julien Chavannes, on l'accueille. Bonjour. Un nouvel expert dans notre émission, rédacteur en chef du magazine Néon. Comment vous le définiriez, votre magazine ? C'est un magazine de société qui est plutôt destiné aux 20-40 ans pour prendre une tranche assez large. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un magazine de société par l'intime, c'est-à-dire qu'on aborde les grands sujets, les grandes problématiques qui traversent notre époque, plutôt à hauteur de lecteur, à hauteur de l'intime, comment chacun peut le vivre. Voilà, en essayant de donner des solutions et une grille de lecture pour éclairer l'époque. Parfois un peu décalé, un peu jeune. Et puis le Café Néon, parce que je sais que vous avez envie d'en parler de ce Café Néon, parce que le Café Néon a réouvert ses portes. Il a dû réembaucher des salariés, il a dû trouver, comme tout le monde, des gens pour porter les plateaux et servir les repas. Ça, c'est un sujet de préoccupation. La croissance, je me tourne vers vous, parce que ça, c'est le sujet. Le ministre, il y a quelques semaines, parlait de 5 points de croissance, on serait à 5,7. Et on nous dit, je ne sais pas, que ça y est, tout frémit, tout repart, les entreprises repartent, plus que jamais. Vrai ou faux ? Vous y croyez, ou est-ce qu'on est dans un peu des effets d'optique ? Alors, c'est l'impression qu'on a effectivement qu'il y a une relance. C'est normal qu'après un énorme choc, à la fois d'activité et un choc énergétique, c'est normal qu'il y ait une relance, c'est-à-dire que ça reparte, que les chiffres indiquent des taux de croissance très élevés. Il faut attendre le début de l'année prochaine, peut-être, pour voir si on est revenu à un niveau d'activité. Vous ne dites pas septembre, Stéphane, vous ne dites pas septembre, vous dites au début de l'année prochaine. Il faut encore 6 mois pour voir le crash test. Parce que le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure sur va-t-on avoir énormément de faillites ou pas, et là vraiment tous les avis sont sur la table, c'est vrai. Toutes les réponses sont sur la table, toutes les analyses sont sur la table, on va y venir. On ne peut pas répondre avant d'en connaître un peu plus. Marine Balançard, dans quel état d'esprit vous êtes ? Parce que ça n'aura échappé à personne qu'on rentrait dans une campagne présidentielle et qu'il fallait plutôt se redonner le sourire, être plutôt positif, peut-être mettre les poussières sous le tapis. Comment vous vous situez ? Là, on ne peut pas bouder son plaisir. Voilà, l'économie semble repartir, les cafés, les bars, les restaurants réouvrent. Est-ce que ça La croissance est bonne, hein, c'est la deuxième croissance européenne. La croissance est bonne. Le secteur du tourisme, qui est quand même très important en France, je crois que c'est 7 ou 8% du PIB, il va falloir quand même attendre 2-3 ans. Je ne pense pas qu'en septembre... il va falloir sauver l'été. L'été va être déterminant, mais pour que les touristes reviennent... c'est plutôt 2022, 2023. C'est là qu'on verra si on revient à la normale. S'ils restent en France, les touristes, ce sera une bonne nouvelle aussi. Voilà. S'ils restent en France, ouais. S'ils ne sont pas que passés, ce que vous voulez dire. Donc, si on reprend l'expression du patron du MEDEF, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. On a l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne. La différence, c'est qu'on a le vaccin maintenant et une meilleure prise en charge, sans doute,
de la maladie. Donc, Sur les options, parce que vous soulevez le sujet un peu de fond, sur ce plateau, on a ce débat. Certains disent, mais écoutez, la stratégie économique du gouvernement, c'est-à-dire de déverser beaucoup d'argent pour soutenir les entreprises, fait qu'il n'y a eu aucune faillite, aucun dépôt de bilan, qu'il n'y en a jamais eu aussi peu depuis 1945. D'autres disent, attention, tout ça, c'est parce que le feu couve sous la braise et que ça peut s'enflammer d'un moment à l'autre. Vous y croyez, vous comment vous vous situez? Parce que votre magazine ne traite pas directement de ces sujets. Mais vous êtes sur un magazine de tendance. Pour parler d'économie au global, c'est plus délicat pour nous. Oui, je pense qu'il y a un plan de relance qui a effectivement été efficace. En tout cas, en ce qui concerne le Café Néon, ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir le réouvrir. Là. Mercredi, on était tous très heureux de pouvoir reprendre notre café, notre petite bière à la terrasse du café. Donc on voit bien, effectivement, il ne faut pas bouder son plaisir. On voit bien qu'il y a quelque chose qui repart. C'est sans doute tôt pour savoir ce qui va vraiment s'installer et dans quel état on sera en septembre prochain et puis à la fin de l'année prochaine. Vous avez retrouvé facilement des serveurs, excusez-moi, parce que sur la main-d'œuvre, on a vu quand même des tensions sur la main-d'œuvre. On se souvenait des stations de ski qui ne savaient pas s'ils devaient embaucher les perchistes, parce que j'imagine, ça a été, oui, tout le monde est revenu. Des gens, mais effectivement, on voit bien que le secteur est sous tension. La restauration, là, la reprise va être très, très, très brutale et on le voit bien. Les fûts de bière ont été terminés très tôt et très rapidement mercredi soir. Il va falloir recharger assez rapidement. Et effectivement, l'activité là est très très forte, très très soutenue, même si ça concerne que les terrasses. Mais voilà, c'est pas évident pour les. Juste pour faire la bascule, parce qu'on va parler des faillites bien sûr, mais restons un instant sur cette croissance. Geoffroy Roux de Bézieux dit ça y est, c'est la bonne, ça repart, il faut y aller. L'Assemblée nationale est en train d'examiner des textes inspirés de missions parlementaires, de travaux parlementaires, sur le réaménagement de la manière dont on va gérer les faillites, d'accélérer, d'améliorer. C'est peut-être l'occasion aussi de dépoussiérer un peu notre système, non ? Administrateur judiciaire, espèce de lourdeur. Ils sont en train de réfléchir là à une réorganisation. Alors, à mon avis, ce qui est très important, c'est de comparer cette crise à la crise de 2008 d'abord. En 2008, on a mal agi. On n'a pas utilisé le chômage partiel comme les Allemands et on a payé un prix terrible. Là, on l'a fait. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est l'empilement des prêts chez les entreprises. Il y a les fameux prêts garantis par l'État qui ont été donnés pendant la pandémie. Et ça, ils vont progressivement arrêter. Et il est envisagé de faciliter le remboursement, c'est-à-dire d'étaler l'échéancier. Donc ça, bonne idée. Ça va aider les entreprises. En revanche, tous les prêts qui avaient été pris par les entreprises avant, ça, c'est pas concerné. Ça, il n'y a rien à faire. Il va falloir les rembourser. Or, l'activité n'est pas là. Et par conséquent, on peut effectivement redouter énormément de faillites. Oui, vous soulevez un autre sujet qui sont les prêts contractés avant la crise Covid, parce que ceux pendant la crise, on peut dire transformer tout ça en capital, organiser en sorte qu'on ne le paie pas, mais ceux qui ont été faits avant, il faut les payer. Bien sûr. Alors pendant l'année 2020, on a vu qu'il y avait beaucoup moins de faillites que d'habitude, et ça c'est l'effet chômage partiel, c'est l'effet PGE. Mais d'abord, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas aussi, ces prêts se sont déversés sur toutes les entreprises. Donc on va avoir le problème que l'État a consacré énormément d'argent à sauver des entreprises qui ne méritent pas d'être sauvées, parce qu'il faut dire la réalité. Il y a des entreprises qui doivent disparaître parce qu'elles ne sont pas viables. C'est la vie de l'économie, ça. Donc il y a une espèce de grande confusion. Mais les derniers chiffres que l'on a, c'est que maintenant, je crois, 79% des entreprises, c'est une étude du cabinet Altares que vous connaissez certainement, bien sûr. 79% des entreprises qui arrivent au tribunal de commerce vont directement à la liquidation. Parce qu'il n'y a pas uniquement le problème de la dette de l'entreprise, il y a le moment que choisit le dirigeant pour demander de l'aide. S'il demande de l'aide trop tard, et il semble que ce soit le cas, eh bien, c'est la fin. S'il demande de l'aide beaucoup plus tôt, ça change tout. On a eu des avocats Il faut vraiment dire à ceux qui nous écoutent, demander de l'aide très vite. Avec des médiations, bien avant d'arriver au tribunal, parce qu'il y a des médiations, on peut commencer à travailler avec des banquiers. Vous êtes dans quel état d'esprit, Marine Balançard, sur cette question de notre stratégie? On a fait du chômage partiel, on a sauvé les emplois, on n'a pas tué les emplois. Les emplois sont restés dans les entreprises. Maintenant, il faut doucement retirer l'intraveineuse et commencer à se remettre dans la vraie vie. Voilà. C'est là où ça va être difficile. C'est ce qu'on appelle déconfiner l'économie. C'est-à-dire, après avoir déconfiné les êtres humains, il faut déconfiner l'économie. On a d'abord déconfiné ceux qui prennent des pots, parce que vous avez vu que les salariés sont toujours en télétravail. On peut aller en terrasse, mais on ne peut pas aller dans l'entreprise. Enfin, je me permets de le dire assez gentiment. Oui. C'est pas, on donc, déconfine les pompes à bière. En terrasse, on peut travailler en terrasse. C'est vrai pour ceux qui peuvent le faire, en effet. Voilà. Marine. Donc effectivement, le gouvernement est en train d'accompagner, il a confirmé pour juin, juillet, août, qu'il va continuer d'aider les entreprises de façon dégressive, mais effectivement, à partir de septembre, on peut se poser la question de toutes ces faillites qui n'ont pas eu lieu en 2020.
plus toutes les défaillances qu'il va y avoir en 2021, effectivement, on arrive à des chiffres astronomiques. On attendait, je crois, en 2020, 54 000 défaillances d'entreprises. Il n'y en a eu que 30 000, il en manque 20 et quelques mille. Donc elles vont arriver, c'est sûr, elles sont perfusées. Et effectivement, l'allocation du capital, c'est une question importante. De ne pas maintenir des entreprises qui, de toute façon, Permettez-moi, ne sont pas l'allocation du pérennes. capital et son remboursement, si je peux me permettre, puisqu'on a reçu là un groupe européen de camping en début de semaine. Ils ont contracté un PGE, les campings ont été impactés directement par le sujet, et cette personne nous disait que leur fédération négociait pied à pied avec le gouvernement pour transformer ce PGE en investissement, en capital, enfin tout ça se réfléchit. Enfin, en un mot, ils n'envisageaient pas de payer le PGE. Donc ça se transformerait en un grand plan de Joe Biden. Alors c'est le risque, parce que tout l'argent qui s'est déversé, Geoffroy Roux de Bézieux dit, le patron du MEDEF dit, regardez, la trésorerie des entreprises est saine. Alors c'est vrai, elles ont engrangé 174 milliards de trésorerie depuis le début de la pandémie. Pour une raison simple, elles ont toutes pris le PGE, elles ont mis le PGE sur leur compte, Elles l'ont fait donc la vivre. trésorerie est bonne. Mais la trésorerie, c'est quelque chose de court terme. C'est pas ça qui garantit la qualité d'une entreprise, ni son avenir. Ce qui garantit son avenir, c'est les commandes. Et le mystère, c'est sur les commandes. Alors, a priori, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Et au contraire, on a raison d'être optimiste. Les commandes vont repartir. Mais l'argument de la trésorerie est un argument, à mon avis, fallacieux. Oui, c'est une trésorerie, c'est la monnaie de singe, puisque c'est de l'argent, finalement, qui nous a été transféré de l'État. Les entreprises meurent souvent d'une absence de trésorerie. C'est vrai. Elles meurent d'abord d'une absence de trésorerie. C'est vrai. C'est déjà, pour réinvestir. Voilà. Je suis d'accord. Mais Mais votre lectorat, ceux qui ouvrent votre magazine Néon, parce que vous êtes sur le bien, vous êtes sur aussi une forme de bien-être. On fait un numéro qui fait du bien, effectivement, pour les aider à traverser cette crise. Parce que vous le dites un peu, finalement, tous ces jeunes lecteurs, vos 20-35, vos lecteurs, ont un peu pété les plombs pendant cette crise Covid-là. Oui, bien sûr, ça a été très difficile moralement, psychologiquement. C'est surtout la durée de la crise qui a fini par petit à petit mettre les gens dans l'ornière psychologiquement. Puis même nous, on l'a un peu vécu également. Quand on est dans une rédaction, on a besoin de vivre et d'échanger tous ensemble. Tout le monde chez soi. Un esprit collectif. Stéphane, c'est pareil. Et là, ça a été très très dur de tenir sur le long terme. Juste une question un peu sociologique, parce qu'on fait de l'écho, on fait un peu de macro, mais vous êtes plutôt un magazine un peu de sociologie, vous sondez aussi. Est-ce que cette jeunesse a encore envie de reprendre le boulot, a envie de rattaquer à fond, ou est-ce qu'elle est partie dans un autre univers? Est-ce que la crise Covid n'a pas accéléré des tendances de finalement travailler au vert, de partir? Ils ont envie de reprendre, ils sont même prêts à en découdre, entre guillemets. Et puis pour certains, il y a sans doute eu quelque chose qui s'est déclenché, des envies de changement, des envies de changement de métier, changement de lieu, de site. On voit bien qu'il y a des départs de la ville, il y a des... Ça, vous le sentez? Plus jeunes. Oui, bien sûr. Oui, on a fait plusieurs sujets d'ailleurs sur les changements de vie. On se barre. Voilà, exactement. Paris ras-le-bol, parce que c'est ce qu'on entend finalement. Ça a déclenché des prises de décision chez certains, c'est sûr. Ça vous a pas donné envie, Marine et Stéphane, de partir au vert, vous aussi? Moi, je suis déjà au vert, donc j'ai cette chance. Je vous ai vu sourire, c'est pour ça que je posais la question. Je vous ai vu faire esquisser un petit sourire. Je me dis, tiens, il a envie de partir. Non, il est parti. Mais comme tendance, que l'on note, c'est quand même l'importance qu'a pris pendant la pandémie la cellule nucléaire, donc soit familiale, soit le foyer, les travaux. Chez soi, par exemple, sont devenus une activité gigantesque. D'ailleurs, le bâtiment travaille à vitesse accélérée. Ils ne sont absolument pas capables... Et les magasins de bricolage. Les magasins de bricolage. Les piscines aussi, apparemment. Les constructeurs de piscines n'arrivent pas à livrer. Donc, tout ça montre que dans certains secteurs... Oui, c'est compliqué de faire une émission un peu globale parce que chaque secteur est différent. Parce que la grande distrib a plutôt cartonné, la tech a cartonné. Et puis, il y a d'autres secteurs, comme vous le disiez, le tourisme, qui, globalement, je pense au groupe Accor, par exemple, qui se pose beaucoup de questions sur sa stratégie. Écoutez ce qu'a dit cette avocate. Elle était chez nous. Elle est spécialiste en restructuring. Alors, elle évoquait une question un peu de fond qui est la préparation des restructurations d'entreprises. Et elle évoquait, alors là, un sujet très pointu qui est la question des TPE. Pas des PME, des TPE. Et ces chiffres sont assez alarmants. Rappelons que ces derniers temps, le taux de faillite enregistré était historiquement bas. Du jamais vu. Du jamais vu. Plus bas taux de défaillance de ces 30 dernières années. Ce n'est pas un indicateur de bonne santé économique et de création de richesse, bien au contraire, puisque c'est un baromètre de mise sous cloche de nos entreprises qui ont bénéficié de tout un dispositif les mettant dans une situation de sous-perfusion, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue juridique, avec les aides d'État d'un côté et les dispositifs dérogatoires à telle enseigne que les dirigeants d'entreprise, quand bien même l'entreprise était en état de cessation des paiements et remplissait tous les critères du dépôt de bilan, n'étaient plus tenus ces derniers temps par la déclaration d'état de cessation des paiements, qui est le début du déclenchement de la procédure de faillite consécutive. On redoute entre 100 000 et 150 000 faillites de TPE sur les prochains mois.
100 000 à 150 000 faillites de TPE. Alors, les TPE, c'est intéressant parce que c'est aussi tout un phénomène de « je crée ma boîte », qui sont parfois des monosalariés, parfois des indépendants qui créent leur entreprise. C'était les auto-entrepreneurs qui ont changé de statut. Comment vous regardez ce phénomène d'effondrement des TPE ? Alors d'abord, vous avez raison, il faut au sein des TPE faire la différence entre les entreprises unipersonnelles, qui, elles, sont à la fois très agiles, très fragiles, et puis les autres, 5, 6, 7 salariés. Et elles, la clé, c'est ça. La clé, c'est ça. Parce que ce sont des entreprises qui sont, si elles sont optimistes, sont capables de créer un emploi. Et 1 million d'entreprises qui créent un emploi, vous imaginez le résultat. C'est extraordinaire. Il ne faut pas qu'elle meure, celle-là. Donc celle-là, il ne faut pas qu'elle meure. Donc il faut vraiment aider, mais de manière... La clé de la relance, c'est la sélectivité, en fait. Joe Biden... On n'arrose pas. Tout le monde chante les louanges de Joe Biden. Il envoie la même somme à absolument tout le monde. À quoi ça sert ? Ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien. Mais la France a fait la même chose, si je peux me permettre, puisqu'elle a donné à une assiette très très large, alors que, je me permets de leur dire, il y a eu des effets d'aubaine. J'en avais parlé au ministre sur ce plateau. Certains commerçants dans des petites villes à 1 000 € de loyer n'étaient pas mécontents d'avoir les 10 000. Bah bien sûr. Voilà. On sait très bien que quelqu'un qui reçoit 1 500 $, c'est pour le cas de Joe Biden, 1 400 $, en dessous d'un certain niveau de revenu, ça repart immédiatement dans l'économie. Donc la rentabilité est de 100%. Et au-dessus, ça ne sert à rien, c'est de l'épargne, etc. Vous êtes d'accord, il faut être sélectif. Ces TPE, hormis les professions indépendantes de la tech, qui sont des mono-entreprises avec un salarié, il y a des TPE à 5-6 personnes qui créent de la richesse. Il ne faut pas qu'elles meurent, ces boîtes. Oui, mais je crois que Bruno Le Maire travaille dessus, que c'est en train de passer, le fait de pouvoir échelonner la dette sur une dizaine d'années. Et l'autre chose qu'on a en France, c'est un très bon réseau de CCI. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous pensez que les CCI peuvent être aussi des relais Parce utiles ? qu'elles connaissent très très bien leurs entreprises. Ça peut être des relais, en tout cas, il y a beaucoup de remontées d'informations. Ils connaissent très bien les entreprises et peuvent être un appui pour le soutien à ces entreprises qui doivent perdurer absolument et repartir. Pour ce qui est des TPE, c'est intéressant ce que vous dites, parce que régulièrement sur ce débat, depuis quelques semaines maintenant, on a eu l'ancien ministre de l'économie qui avait remis un rapport à Jean Castex, qui nous avait fait ce geste sur le plateau. Je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette dette colossale ? Et je me souviens de son geste, il disait, on l'a fait rouler. Et comme si on faisait rouler une pâte à gâteau et qu'on la poussait et qu'on la donnait. Enfin, excusez-moi de vous reposer la question, et vous n'avez peut-être pas la réponse, mais on a 450 milliards de dettes supplémentaires, c'est la dette Covid, environ. On la paye pas, on l'efface. C'est une dette qui n'existe pas, c'est une dette sur les épaules des banques qui ont prêté. Qu'est-ce qu'on en fait de cette dette ? Alors, on vit dans un monde où les taux d'intérêt sont très bas. Et tout ça a fait naître ce qu'on appelle la nouvelle théorie monétaire moderne, qui est qu'on peut s'endetter de manière perpétuelle et que c'est pas grave. À l'américaine, quoi. À l'américaine, et qu'il suffit de temps en temps de donner une partie de cette dette à la BCE, que ça rentre dans le bilan de la BCE, et que c'est neutre pour l'économie. Alors évidemment, cette théorie monétaire... Drôle de signal, si je peux me permettre, parce que les Français vont dire, attendez, moi aussi, je peux avoir un très gros découvert à la banque, puisqu'après tout, ça sert à rien, quoi. Alors au bout d'un moment, on sait très bien que ce genre de théorie aboutit à l'affaiblissement de la monnaie européenne, et que ce serait grave. Cela dit, on est quand même dans un autre monde. S'endetter est moins grave, s'endetter est rogne moins sur les capacités productives du pays, mais il faut piloter ça, une fois de plus. Voilà, il faut pas... Oui, Cette question de la dette, elle va un peu occuper les esprits pendant une année, là. Plus qu'une année, parce que des années. Ce sont les générations futures qui vont payer la dette. Et, on la paye ou on la paye pas ? On la paye, évidemment. On la paye. Non, mais il y a certains qui disent qu'il ne faut pas la payer, on ne peut pas la payer. Vous savez, depuis des années, on s'endette de plus en plus et on paye de moins en moins à cause des taux d'intérêt. Donc ça, finalement... ça s'équilibre presque. Ça s'équilibre pas et puis ça donne des idées aux gens, bien sûr. Moi, ce que je dirais quand même, c'est qu'on s'est endetté à des centaines de milliards, mais je me demande parfois ce que les Français voient comme changement dans leur vie courante. Est-ce que les écoles sont mieux équipées ? Est-ce que les entreprises sont vraiment aidées et ont pu investir ? Est-ce que dans les hôpitaux, on est mieux équipé ? Est-ce que c'est de la dépense ? Est-ce que notre police est mieux équipée ? Un peu mieux d'ailleurs depuis quelques temps. Est-ce que c'est de la dépense ou est-ce que c'est de l'investissement ? Et vous avez vu, c'était le débat lancé par Jean-Luc Mélenchon dans la présidentielle précédente, je ne savais pas, pardon. Qui évoquait un débat de fond sur qu'est-ce qu'une dette. Est-ce que c'est il y a la bonne dette et de la mauvaise dette. La dette Covid, c'est de la bonne dette ou de la mauvaise dette ? On n'y peut rien. Elle nous est tombée dessus, cette dette. Enfin, je veux dire... Mais dans notre vie, rien n'a changé. Les écoles ne sont pas mieux équipées. Les universités ne sont pas mieux équipées. Il n'y a pas eu d'investissement encore. Ça va venir, j'espère. Mais... Il y a un plan de relance européen dont on attend évidemment les milliards, puisque nous avez dit qu'il y a une quarantaine de
milliards. Avant de nous quitter, côté sociologie, ça c'est le numéro C'est le numéro qui est actuellement en kiosque. En kiosque. Voilà. Vous commencez à penser au prochain, c'est quoi Il est quasiment bouclé. Ah, c'est intéressant, c'est un numéro quoi sur les nouvelles masculinités. Ah, les nouvelles masculinités. Regarde les hommes changer, ça s'appelle. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Alors, on est très, très éloigné de la dette, hein, vous en conviendrez. Oui. Nous, on parle assez peu d'économie, hein, globalement. On parle plutôt de comment notre lectorat vit toutes ces mutations, toutes ces perturbations, etc. Et la nouvelle masculinité, c'est quoi ? Eh ben, c'est tous les changements générationnels qui se produisent très probablement entre la génération de nos pères et la génération de notre lectorat. Donc, ils font le ménage. Des hommes exactement, qui sont un peu plus présents au foyer, qui s'occupent un peu plus des enfants, qui sont peut-être un petit peu moins obsédés par le travail. Les congés paternité qu'ils prennent de plus en plus. On parle aussi beaucoup dans le magazine, des congés paternité. Oui, voilà, il y a des évolutions très très claires actuellement qui touchent de plus en plus les hommes et on avait envie de le documenter. Merci, c'est Néon. C'est en kiosque, celui-ci, c'est pour être bien. Numéro qui fait du bien après presque un an un peu de souffrance pour certains qui vivaient dans des petits appartes, des jeunes qui galéraient. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet de formation et de conseil Ariséal. On essaie d'avancer pas à pas à chaque émission et peut-être qu'on en saura plus la semaine prochaine parce que le gouvernement travaille sur toutes ces questions. Il y aura des textes qui vont être votés à l'Assemblée nationale. Et puis Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, avec cette une que je trouve sympa parce que ça nous rappelle notre enfance, c'est Monopoly. Voilà, super relance. Je sais pas, il y a une case prison, On a essayé d'être très positif, mais on se demande s'il y a trop d'épargne quand même. Il y a peut-être un peu d'épargne. Trop d'argent, trop d'épargne. Et le gouvernement aimerait bien que cette épargne sorte. Il a fait un petit effort, vous avez vu, pour libérer, sortir l'épargne. On peut donner comme ça, dans des délais plus courts. C'est pas une bonne... Je crois qu'on voudrait, pour la relance, on voudrait que des gens désépargnent et baisser les impôts également. La baisse... Il faut être un pays jeune. 47% de prélèvements obligatoires. Je crois que c'est un des pays un des pays en Europe qui a un des records, en tout cas sur ces prélèvements obligatoires. Enfin, hormis les pays nordistes qui ont un autre modèle, mais la France a encore des prélèvements très élevés et un impôt sur les sociétés encore trop élevé. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait pas une pause. C'est notre dernière rubrique, c'est Fenêtre sur l'emploi. C'est le livre de Smart Job. C'est un livre numérique. On parle ressources humaines avec Marie-Pierre Fleury.